webinaire. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire opté pour une cybersécurité en toute sérénité. Je suis Frédéric Revel de la société Pays Service. Je suis ingénieur d'affaires et je suis accompagné de Gilles Sarkis, ingénieur avant-vente de la société Sophos. Donc, très brièvement, je vais vous faire une petite introduction sur qui est Pays Service pour vous donner un petit peu le contexte. Donc, Pays Service, nous sommes architectes et gestionnaires d'infrastructures autour des architectures Microsoft. Okay. Nous intervenons, quels que soient vos environnements, que ce soit des environnements on-premise, des environnements cloud, des environnements hybrides, du poste de travail jusqu'au serveur, en passant également par des briques collaboratives, d'identité et également de sécurité, dont l'objet du séminaire aujourd'hui sur cette partie cybersécurité. Okay. Nous intervenons, nous avons une vision, je dirais, transverse et globale qui nous permet de pouvoir intervenir de l'avant-projet jusqu'au support service manager en passant par toute la partie de déploiement. Donc, on va couvrir pour vous tout ce qui va être un accompagnement au choix de solutions, à la définition d'architecture, à également l'étude, la réalisation d'études concernant un certain nombre d'impacts, de notes de cadrage, d'études d'opportunité. Ensuite, on a la capacité effectivement de pouvoir accompagner vos équipes dans tout ce qui va être intégration et déploiement de ces solutions, de ces architectures, de ces infrastructures, de les accompagner également dans tout ce qui est le transfert de compétences pour les rendre autonomes par la suite. Et puis, nous avons également la possibilité de pouvoir intervenir en support sur vos infrastructures par le biais donc de différents contrats que l'on va qu'on va détailler un petit peu plus maintenant. Ok. Donc le focus sur la partie service manager. Tu peux passer la slide. Super. Donc 3 types d'interventions qui sont réalisées sur mesure en fonction de vos besoins. Donc on va partir de la gestion globale de tout ou partie de votre IC sur la réalisation de maintien en conditions opérationnelles de vos différentes plateformes. Proposer également des contrats de support pour pouvoir accompagner vos équipes dans la réalisation, réalisation et la résolution d'incidents de niveau 2 et 3 sur vos infrastructures. Et puis également un accompagnement plus à la carte, qui est un accompagnement de gestion à la demande, en fonction de besoins ponctuels spécifiques. Alors bien entendu, ces 3 briques peuvent être regroupées au sein d'un seul et même contrat afin de couvrir l'ensemble du spectre, que ce soit sur des problématiques d'infrastructure, de poste de travail, de réseau et également de sécurité. Solution de sécurité de notre partenaire Sophos, qui va également nous permettre de pouvoir vous accompagner sur de la résolution d'incidents et d'attaques, comme nous allons pouvoir le voir, et Gilles va d'ailleurs pouvoir vous présenter un petit peu tous ces différents éléments. Je te laisse la main, Gilles. Merci Frédéric. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc Gilles Sarkis, ingénieur avant-vente Sophos. Donc maintenant, on va justement, comme l'a dit Frédéric, parler de l'offre Sophos en partenariat donc avec Pays Service qui la déploie et qui est certifié Sophos. Donc en fait, on va voir en 2 temps d'abord un petit peu justement l'évolution des cyberattaques et on va se baser pour cela sur le rapport sur la sécurité. Mais juste avant, je voudrais présenter la société Sophos, donc en quelques chiffres. Donc Sophos, pour nous définir, on est le premier éditeur d'origine européenne de solutions de sécurité pour les entreprises. Voilà. On a été fondé en 1985, donc en Angleterre à Oxford. Et aujourd'hui, on est présent dans le monde entier. On a plus de 4000 employés. En France, nous sommes une cinquantaine, dont 12 personnes dédiées au support technique, qui parlent français et sont présents aux heures ouvrées, jours ouvrés français. Et ensuite, bien sûr, on a d'autres centres de support qui permettent de faire un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà. Notre modèle est un modèle 3 tiers. Donc, nous, éditeurs, nous vendons à des distributeurs et les distributeurs vendent à des partenaires donc agréés que nous formons et qui sont certifiés sur nos solutions, tels Pays Service. Voilà. Voilà. Et donc notre présence dans le monde, elle est à la fois en termes de ce qu'on appelle les Sophos Labs, donc qui sont des centres de surveillance de tout ce qui est émergence de nouvelles attaques, de nouvelles failles, etc., et qui permettent de diffuser les mises à jour et aussi
d'informer nos différents centres de surveillance de l'émergence d'une nouvelle attaque, et aussi nos centres de recherche et développement qui sont répartis à peu près partout dans le monde, car en fait, notre société a fait de la croissance externe pour partir à l'origine du noyau qui était l'antivirus, et aujourd'hui, donc, nous sommes capables de proposer des solutions, on va le voir dans notre modèle, aussi bien de protection réseau, mobile, etc. Alors, un petit état des lieux, donc on se base donc sur ce qu'on appelle le rapport sur 2023 sur les menaces. Donc tous les ans, Sophos, justement fort de ce réseau de Sophos Labs qui permettent et de nos clients qui nous permettent de voir un petit peu ce qui se passe sur le terrain, eh bien on fournit des informations sur ce qui a été vu au courant de l'année précédente et les tendances qui se dessinent. Donc ce rapport est téléchargeable dans le lien que vous voyez. Vous aurez d'ailleurs la présentation. Vous pourrez récupérer le lien. Donc, en fait, ce que l'on voit de ce qui s'est dessiné, c'est ce qu'on appelle l'influence de l'actualité internationale, tout ce qui est nouvelle tendance de ransomware, la cybercriminalité qui s'industrialise, le vol de code d'accès, donc qui est très prisé par les pirates aujourd'hui, les outils d'attaque qui sont utilisés, et enfin le fait que les malwares ne se limitent pas aux plateformes style PC, mais aussi dans tout ce qui est mobile et plus encore. Alors, si on regarde un petit peu un panorama de ces menaces, en gros, tous les jours, nos équipes voient à peu près 650 000 nouveaux logiciels malveillants par jour. Donc, quand je dis nouveaux logiciels malveillants, ça peut être des variantes d'anciens logiciels, mais c'est quand même des nouvelles versions. Donc, ce qui montre déjà la limite du modèle de détection à base de signature, puisque ça voudrait dire qu'il faut faire des mises à jour sans cesse et qu'il y a toujours un temps de retard. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les solutions Sophos, donc depuis 2016, on utilise des technologies avancées comme l'intelligence artificielle, le comportemental, etc. Plus des 3/4 ne sont détectés qu'une seule fois. Donc, ça veut dire que ce sont ce qu'on appelle des attaques ciblées qui ont été créées exprès pour une entreprise et qu'on ne va pas revoir ailleurs. Alors, si on veut comparer ça aux anciens virus qui étaient des virus de masse où tout le monde recevait le même virus, on voit donc la difficulté pour détecter et pour protéger. Dans presque 50% des cas, c'est des failles qui sont exploitées, c'est-à-dire des vulnérabilités, soit des vulnérabilités connues, mais qui n'ont pas été corrigées à temps, soit des vulnérabilités nouvelles et inconnues. Donc, effectivement, les pirates, eux, ils vont au plus simple, ils cherchent à trouver les portes d'entrée et ils les trouvent. Sachant que, alors ça c'est une statistique, c'est qu'en général, il faut à peu près 280 jours en moyenne pour trouver une vulnérabilité dans, une entreprise, que ce soit une vulnérabilité logicielle ou même une vulnérabilité d'ordre de configuration ou d'architecture. Alors maintenant, si on regarde comment se répartissent les menaces, eh bien, vous avez plus d'un tiers de ce qu'on appelle des attaquants actifs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un attaquant actif? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est en fait un ou plusieurs pirates qui sont en cours d'exécuter des commandes sur une machine ou sur plusieurs machines à distance. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas affaire à un bête programme qui s'exécute et qui suit, son code et qui, dès qu'il va rencontrer un obstacle, va être arrêté. On est en face, en fait, de personnes intelligentes, malveillantes, qui cherchent à contourner les défenses. Quand ils voient qu'ils sont bloqués à un endroit, ils vont chercher une autre méthode. Et donc, du coup, on a une attaque qui peut progresser, on va dire, lentement, mais sûrement. L'autre pourcentage, c'est un quart, ce sont les ransomware. Donc, je dirais, avec ces deux points, on a l'essentiel des menaces. Bon, après, vous avez ce qu'on appelle les virus avancés, donc des virus un peu plus complexes que des simples petits scripts qui lisent. Voilà. Mais donc, les attaquants actifs, c'est ce gros problème, c'est-à-dire, en fait, l'attaque est conduite par un humain. Alors, maintenant, justement, comment se déroule une attaque qui est conduite par un groupe de pirates ou par une personne? Alors, en fait, le pirate d'abord fait ce qu'on appelle une reconnaissance, c'est-à-dire qu'il va reconnaître les cibles ou la cible qu'il veut atteindre, et à l'intérieur de cette cible, il va déceler des personnes peut-être qui seront plus ou des sites qui seront plus fragiles, d'accord? Donc, toute cette période-là, c'est quelque chose qui se fait sur Internet, sur les réseaux sociaux. Ils récupèrent des informations, les gens qui sont partis en vacances, qu'est-ce qu'ils aiment, etc., de manière à pouvoir créer, on va dire, le vecteur d'attaque. Et le vecteur d'attaque, ça va être, par exemple, un mail sur un sujet qui correspond à une personne, ou un mail qui va viser telle personne dans la hiérarchie parce qu'on sait que son patron est absent et donc elle ne pourra pas lui demander des conseils, par exemple. Et ensuite, ils vont créer un programme
qui va servir de programme malveillant pour être exécuté au moment où le malware sera déployé. Alors, le déploiement, il peut se faire de différentes manières. Ça peut être en envoyant un email avec un lien, ça peut être en envoyant un email avec une pièce attachée, ça peut être en appelant quelqu'un au téléphone et en se faisant passer pour un responsable et lui demander de faire telle et telle action. Ça peut être de compromettre un site où vont vos développeurs. Voilà, ça peut être plusieurs choses. Une fois que le déploiement a eu lieu, que la personne, par exemple, malheureusement a cliqué sur le lien, il va y avoir l'exploitation de la vulnérabilité qui va être faite par justement le petit programme qui a été créé exprès pour cette vulnérabilité et qui va s'exécuter donc sur la machine de la victime. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle l'installation, c'est-à-dire que là où le petit programme s'était exécuté juste dans le cadre, par exemple, d'un navigateur ou d'une ouverture de fichier, eh bien là, le pirate va chercher en fait à s'installer définitivement sur cette machine de manière à assurer une persistance qui fera que même quand la machine sera rebootée, quand elle redémarrera, eh bien, le lien pourra être remonté automatiquement. Enfin, il y a tout ce qui est échange avec le serveur de commande et de contrôle, donc c'est-à-dire le serveur que le pirate utilise pour commander et contrôler son malware. Et enfin, le pirate va pouvoir, au bout d'un moment, lancer son action qui était son objectif principal. Ça peut être un ransomware, ça peut être du vol de données, ça peut être comment dirais-je, un délit de service. Voilà. Alors, toutes ces phases, on va dire qu'on a plus ou moins de la possibilité d'agir dessus. Alors, tout ce qui est préparation et armement, ça, il n'y a quasiment rien à faire puisque en fait, tout se passe en amont de l'entreprise. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il faut faire attention à ce que vous diffusez sur Internet comme information, que ce soit des informations personnelles, je suis parti en vacances ou autre, etc., ou que ce soit des informations sur, par exemple, les logiciels que vous utilisez, etc., parce que ça va donner des informations aux pirates pour justement préparer leur attaque. À partir du déploiement, on peut faire quelque chose, hein, effectivement, et c'est ce qu'on voit là, c'est que l'entreprise déjà a des défenses, hein, tout ce qui est firewall, bien sûr, tout ce qui est filtrage web et email, tout ce qui est formation des utilisateurs pour éviter qu'ils cliquent sur n'importe quel lien. Et une fois que le malware, malheureusement, a réussi à s'installer, il y a tout ce qui est bien sûr anti-malware, antivirus, tout ce qui est scan de fichiers, liste blanche, et enfin, tout ce qui est surveillance d'actions qui se passent, et donc on va voir que c'est ce qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, c'est tout ce qui est collecte de logs, surveillance, automatisation de réponses et de détection à des anomalies. Alors, maintenant, maintenant qu'on a, je dirais, le paysage de comment se fait une attaque et qu'on comprend mieux, maintenant, on va voir un petit peu les différentes ruses qu'utilisent aujourd'hui les pirates pour justement être capables de s'en prémunir. Alors, il y a tout ce qui est influence de l'actualité, donc ça, c'est très important parce que énormément de mails, de phishing et de spam ont trait à l'actualité. On l'avait vu déjà avec le coronavirus, où il y avait eu des mails qui avaient été envoyés au tout début de l'épidémie en disant si vous voulez des informations, cliquez là, des mails se faisant passer pour l'OMS ou autre. Et en fait, c'était toujours le but, c'était que la personne récupère quelque chose de malveillant. Alors, bien sûr, les crises internationales influencent bien sûr les pirates et nos centres d'intérêt. Et en fait, ce que l'on a vu, c'est que très vite, les pirates ont utilisé la crise pour envoyer des emails, par exemple, de collecte de dons au nom de tel État, des emails promettant de fournir des informations confidentielles, etc., etc. Et ce que l'on a vu, c'est que le pourcentage d'escroqueries, donc venant, en tout cas, se présentant comme venant d'Ukraine, a explosé dans les tout débuts de la crise. Aujourd'hui encore, vous avez des mails de spam, de phishing qui utilisent ce point de la guerre donc russo-ukrainienne. Alors, ce que l'on voit aussi, c'est la professionnalisation des attaquants. Hein. Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la cyberattaque as a service, hein, un petit peu comme tout aujourd'hui est as a service. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut tout trouver sous forme de service provider. Eh bien, les pirates, eux aussi, fonctionnent selon ce modèle. Par exemple, vous avez donc des gangs de cybercriminels qui vont proposer une plateforme de phishing donc que vous allez payer par abonnement et qui va vous mettre à votre disposition un outil qui va vous permettre et des plateformes qui vont vous permettre d'envoyer et de construire votre email de phishing.
Alors, auparavant, là où on avait des sites qui étaient un peu obscurs et très, entre guillemets, geek, aujourd'hui, vous avez des sites qui sont accessibles, entre guillemets, à monsieur tout le monde, qui se présentent avec une image presque de respectabilité. D'accord? Ils vendent des inventaires d'organisation compromise. Ça veut dire qu'en fait, vous avez une séparation des tâches entre les différents pirates. Vous avez des pirates qui sont chargés de découvrir des points d'entrée dans les entreprises, qui ne vont pas les exploiter, mais qui vont les revendre à d'autres équipes qui vont s'en servir, elles, pour les exploiter. Alors, le ransomware, donc ça c'est intéressant. Ce que l'on voit, c'est que le top du ransomware 2022 n'est pas exactement le même que celui de 2021. Pourquoi? Parce qu'il y a une évolution, parce que bien sûr, les entreprises qui luttent contre les outils de ransomware, elles rendent ces outils moins, on va dire, moins efficaces. Et donc, du coup, vous avez petit à petit une évolution. Donc, aujourd'hui, c'est Logbit qui est le plus utilisé, mais vous voyez que ça se répartit avec d'autres, d'accord? Et donc, en fait, le but, c'est bien sûr, pour ceux qui luttent contre ces logiciels malveillants, c'est de comprendre comment ils fonctionnent pour pouvoir les contrer. Mais de l'autre côté, les pirates, bien sûr, eux, ils créent des choses qui sont de plus en plus sophistiquées. Et ce que l'on voit, c'est que par exemple, aujourd'hui, pour exploiter un ransomware, c'est plus comme avant des lignes de commande, des choses comme ça, c'est des consoles de management. Vous avez les pirates fournissent un véritable outil de management professionnel qui est utilisable de manière assez simple, y compris par des gens qui ne sont pas des codeurs. Alors, les outils d'attaque utilisés, on voit que les pirates sont friands de ces outils d'attaque qui leur permettent en fait, avec un seul exécutable, de pouvoir lancer différents types d'attaques une fois qu'ils sont sur une machine, pour effectivement conduire l'attaque et changer de stratégie s'ils sont bloqués. Donc les outils, ils utilisent des outils de pen test, c'est-à-dire les mêmes outils qui sont utilisés par aujourd'hui ce qu'on appelle les hackers éthiques, c'est-à-dire les sociétés qui font des tests de pénétration pour voir si vos défenses sont bien configurées, eh bien, ces mêmes outils sont utilisés par les pirates. Donc, vous avez notamment Mimikatz qui permet de récupérer, de faire un dump de la mémoire, de récupérer des mots de passe et des comptes users qui seraient en mémoire. Vous avez tout ce qui est Metasploit, qui est en fait un outil très prisé pour faire justement essayer de trouver des exploits sur une machine et de les exploiter. Et puis, il y a la nouvelle version PowerSploit qui est donc sous forme de PowerShell, encore plus, on va dire, facile à utiliser. Ce sont aujourd'hui les trois principaux outils utilisés. Alors, un conseil donc, par rapport à ça, c'est que si vous avez fait des pen tests, vérifiez bien que tous ces outils ont été enlevés des machines parce que les pirates, bien sûr, peuvent les amener, mais c'est encore plus simple pour eux s'ils les trouvent sur place. D'accord? Et si vous les trouvez sur une machine et que vous n'avez pas fait de pen test, c'est qu'il y a un problème et il faut bien sûr les supprimer et scanner cette machine pour vérifier s'il n'y a pas d'autres choses qui tournent dessus. Les pirates aussi sont friands d'utiliser pour des accès à distance qui seront complètement sécurisés, c'est-à-dire du style des VPN, du RDP. Donc, ils vont utiliser les outils qu'ils trouvent sur place, se créer des comptes et s'en servir pour intervenir à distance. Donc, par exemple, si vous avez du TeamViewer, ben, je dirais, faites attention de bien mettre des mots de passe et notamment des mots de passe à usage unique. Enfin, donc comme je vous disais, les pirates, la plupart du temps, cherchent la facilité. Ils utilisent ce qu'on appelle la technique living off the land, hein, ce qu'on appelle donc le fait de vivre sur la bête, hein, c'est-à-dire comme une armée qui arrive sur un territoire et qui va récupérer les infrastructures qui sont sur ce territoire pour pouvoir continuer leur combat. Eh bien, les pirates, eux, quand ils arrivent sur une machine, ils vont chercher à exploiter les binaires qui sont sur place. Bon, par exemple, si vous avez du PowerShell, la commande en ligne et d'autres outils, eh bien, ils vont être exploités par les pirates. Donc, c'est important sur certaines machines de supprimer certains outils s'il n'y en a pas l'utilité et aussi de surveiller l'utilisation de ces outils, d'accord? Parce que sinon, eux, ils s'en servent pour exécuter des commandes système, pour même contourner des fonctions de sécurité en désactivant certaines choses, télécharger bien sûr à distance des fichiers et puis profiter de ce qu'on appelle de la présence de ces outils sur une machine pour se connecter sur une autre machine. Alors, que faire? Donc, je dirais il y a un certain nombre de recommandations qui sont du bon sens. C'est le fait déjà de ne pas se dire, on va dire, en dehors de la possibilité de se faire attaquer. Il faut partir du principe qu'on va être attaqué à un moment donné ou à un autre et du coup, prévoir une stratégie de sécurité en fonction de cette éventualité.
il faut faire des sauvegardes. Donc ça, je dirais, c'est la défense ultime. La sauvegarde, c'est la dernière défense. Faire des sauvegardes, s'assurer qu'elles sont hors ligne, que du coup, elles ne risquent pas, s'il y a une attaque sur l'entreprise, que les sauvegardes, elles aussi, soient abîmées. Et vérifier régulièrement que vous pouvez les restaurer. Voilà. Protection multicouche, donc c'est-à-dire protection en tout point, hein, bien sûr, hein, la base, hein, le firewall pour le réseau, la partie anti-malware pour les stations et les serveurs, mais aussi ne pas oublier que les protections, par exemple, que vous mettez sur le poste, ça ne doit pas être un simple antivirus, mais ça doit être une protection multicouche avec du comportemental, de l'intelligence artificielle, voilà, des choses qui reconnaissent les exploits, etc. Si vous êtes malheureusement attaqué et que les pirates demandent une rançon, ne payez pas la rançon. Je dirais, il y a 3 bonnes raisons pour ne pas payer une rançon. Premièrement, si vous payez une rançon, vous n'êtes pas sûr de récupérer vos données. On est en face de gens qui sont malhonnêtes, donc on ne peut pas avoir confiance. Et bien des fois, des gens ont payé la rançon et n'ont même pas pu récupérer une seule de leurs données. Deuxièmement, si vous payez, vous vous désignez comme la victime prochaine parce qu'ils savent très bien qu'une personne qui a payé, elle repérera une autre fois. Et troisièmement, le fait de payer, c'est d'alimenter je dirais, le circuit des pirates, c'est-à-dire que comme ils touchent de l'argent, eh bien, ils vont continuer ce type d'activité puisqu'elle est lucrative. Et en plus, ils vont acheter des nouveaux outils, des nouvelles machines plus puissantes pour être capables de faire des meilleures attaques. Utiliser les ressources humaines et technologiques, les deux. On ne peut pas se reposer uniquement sur des solutions, aussi brillantes soient-elles. D'une part, il faut les configurer, il faut les surveiller, et aussi, il faut avoir des personnes qui sont capables de comprendre les alertes qui remontent. Éventuellement, et c'est ce qu'on verra, faire appel à des services de sécurité managés. Enfin, élaborer un plan de rémédiation. Si vous êtes attaqué, réfléchissez quels sont les serveurs critiques, quels sont les points critiques pour le fonctionnement de votre entreprise. Faites un PRA, un plan de reprise sur activité, et faites-le à votre niveau. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir de site, il vaut mieux quelque chose que rien du tout. Et d'autre part, préparez les actions, le process que vous allez suivre en cas d'attaque. Pourquoi? Parce que quand vous êtes sur attaque, on est à ce moment-là en mode panique. Si on n'a pas un guide clair et précis de ce qu'on doit faire dans l'ordre, eh bien, on va faire n'importe quoi et souvent, on va empirer, je dirais, l'attaque. Alors que si on sait ce qu'on doit faire, eh bien, et qu'on l'a prévu, qu'on l'a préparé, qu'on l'a déroulé, un petit peu comme justement comme les militaires, ils s'entraînent, ils prévoient ce qu'il faut faire en cas de telle chose, telle chose, telle chose. Eh bien, là, c'est pareil pour une entreprise. Et ça commence avec un papier et un crayon. Alors, du coup, on voit bien que par rapport à cela, il faut de la réactivité. Il faut en fait, bien sûr, des protections, et ça c'est très important, et de la configuration, de la détection, être capable de voir ce qui se passe, et enfin, quand on voit ce qui se passe, comment répondre à ces attaques. Et toute cette problématique, c'est la problématique, je dirais, de passer d'une défense, on va dire, d'une certaine manière passive, qui est en fait les outils de sécurité qui vous protègent, hein, l'antivirus, etc., qui réagissent toujours de la même manière. En gros, ils cherchent à bloquer par rapport à des critères qui sont des critères automatiques. Le problème, c'est que parmi ces critères, eh bien, si vous avez une menace qui ne correspond pas aux critères, eh bien, cette menace, elle va être laissée passer. C'est normal, puisque le but d'une défense, c'est pas de tout bloquer, c'est de pouvoir travailler. Et donc, il faut compléter cette philosophie par qu'est-ce qui a pu nous échapper, qu'est-ce qui est passé à travers les mailles du filet, donc une surveillance, et comment faire pour y remédier. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'EDR. Hein. Donc, on en entend parler depuis à peu près 5-6 ans, Endpoint Detection and Response. Alors, ce n'est pas un super antivirus, hein, c'est en fait une technologie qui permet un processus. Qui dit processus dit qu'il faut bien sûr qu'il y ait un humain dans ce processus qui va réagir. Donc, en fait, ce processus permet une analyse détaillée des attaques. Hein. Quand on a eu une attaque, il faut comprendre ce qui s'est passé pour savoir s'il n'y a pas autre chose qui est en train de se passer ou pour éviter que ça se repasse. C'est un outil qui permet de détecter les événements justement qui sont passés à travers les critères de l'antivirus pour pouvoir examiner ces événements et faire ce qu'on appelle de la chasse aux menaces, donc la recherche sur les menaces. Et enfin, une fois qu'on aura catégorisé un incident et qu'on aura vu que c'est une menace, eh bien pouvoir répondre et de manière globale, donc par exemple en isolant une machine, en nettoyant un fichier sur plusieurs machines, etc. Donc, si je prends un petit schéma, eh bien, un outil de défense classique, il réagit de manière binaire. Soit ça correspond à ses critères et c'est malicieux et il bloque, soit ça ne correspond pas à ses critères et dans ce cas-là, il laisse passer et pour lui, c'est sain. Et dans ce qu'il laisse passer, il y a aussi
qu'on appelle la zone grise, c'est-à-dire justement les fameux signaux faibles qu'il faut aller examiner. Et c'est le but justement de l'EDR. L'EDR permet de faire ressortir ces informations en les catégorisant et du coup en permettant à la personne qui a l'outil EDR en main de pouvoir examiner et de pouvoir prendre une décision et enfin de bloquer. Du coup, on se rend compte que cette personne-là, il faut qu'elle ait de l'expertise et qu'elle ait du temps. Et effectivement, c'est le besoin aujourd'hui des organisations, c'est-à-dire qu'on veut détecter rapidement pour limiter l'impact. On sait très bien que plus vite on a détecté quelque chose, plus vite on pourra éviter que le mal se répande, éviter le vol de données, mieux comprendre l'origine d'une attaque pour corriger, pour éviter que ça revienne après. Et donc, les entreprises, aujourd'hui, en tout cas, certaines entreprises d'une certaine taille créent ce qu'on appelle des SOC, des Security Operations Center, des centres opérationnels de sécurité, qui sont en fait des équipes dédiées à ça, à la surveillance des signaux et à l'action. Malheureusement, je dirais, sur le marché, il y a un manque d'expertise. Dans les entreprises, souvent, on manque de temps. Il faut faire baisser absolument le coût des investigations parce que ça prend du temps. Et enfin, la qualité des outils, parfois, laisse à désirer en termes de compréhension. Et donc, du coup, dans les entreprises, aujourd'hui, c'est fait l'idée que de la même manière qu'on fait appel à des services externalisés pour d'autres choses, la comptabilité, etc., eh bien, on peut faire appel à des SOC externalisés, c'est-à-dire des centres opérationnels de sécurité qui vont régler la sécurité pour l'entreprise. C'est ce qu'on appelle Cybersecurity as a Service. Donc, ça correspond à quoi? Ça correspond à trois choses. Des experts qui connaissent bien la sécurité, de la technologie, parce qu'il faut des machines qui calculent vite, des écrans pour avoir un résumé de ce qui se passe, etc. Et enfin, les fameux processus qui font que quand on a tel type d'indice, on fait telle chose et on réagit de telle manière. Et donc, comme ça, on peut être vraiment focalisé sur la résolution de l'incident. Et c'est ce qu'on appelle, donc là aussi, c'est ce que Gartner a défini comme étant le Managed Detection and Response. Donc après l'EDR, eh bien, vous avez l'EDR managé, en gros, qui s'appelle le Managed Detection and Response. C'est quoi? C'est un service donc administré de recherche, de détection et de réponse aux menaces qui est fourni par une équipe d'experts. D'accord? Donc le MDR, là, c'est un service, ce n'est pas un produit, c'est un service. Le Gartner évalue qu'en gros, d'ici 2025, à peu près la moitié des entreprises auront recours peu ou prou à des services dits de MDR. Donc justement, nous, Sophos, donc depuis 2019, on propose ce service donc, qui s'appelle Sophos MDR, Managed Detection and Response, qui est donc un service donc, proactif de recherche, détection, analyse et réponse aux menaces, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par une équipe d'experts donc, qui sont des experts Sophos. Alors, comment on a créé ce service, parce que ce sont nos équipes. En fait, donc, on a fait des rachats de sociétés donc de sociétés qui étaient des Security Operations Center ou qui avaient des équipes d'experts qui étaient en régie chez le client. On les a fusionnés avec nos autres équipes, donc notamment nos Sophos Labs, mais aussi nos équipes spécialisées en intelligence artificielle et en data mining. Et on a créé donc le service MDR ainsi que le service Rapid Response, qui est notre service de réponse rapide en cas d'incident. Et donc depuis décembre 2019, on propose ce service. Et on a racheté aussi une société en juin 2022 qui développe des connecteurs pour être capable de récupérer des logs d'autres produits autres que Sophos, et on va voir que c'est très utile. Donc, en résumé, Sophos MDR, c'est l'alliance entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle pour arriver à mieux détecter plus rapidement les menaces et y répondre. Alors, quelques chiffres pour vous situer notre service. Donc, aujourd'hui, on est le premier service mondial de sécurité opérationnelle, de MDR, donc avec plus de 15 000 clients à travers le monde. On est déployé dans plus de 121 pays. On a 6 centres opérationnels de sécurité mondiale, de façon à pouvoir justement couvrir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dont 2 en Europe. Et on a plus de 500 personnes qui travaillent globalement chez Sophos à ce domaine-là. Le Gartner, du coup, nous note assez bien. Donc, aujourd'hui, nous sommes reconnus, bien sûr, non seulement pour nos solutions de protection telles que Intercept-X Advance et XG Firewall, avec une très bonne note, et surtout avec un taux de recommandation élevé, c'est-à-dire que les clients qui utilisent nos solutions en sont contents et le recommandent aux autres. Et pour notre service MDR, c'est pareil. On a aussi donc une très bonne note donc sur 5, c'est une note sur 5, 4,8, et avec un taux de recommandation de 97%. Et enfin, nous sommes classés donc par G2 Grid comme étant le leader aujourd'hui parce qu'effectivement, on a aujourd'hui le service qui couvre à la fois
en termes de fonctionnalités, l'ensemble des fonctionnalités que peut proposer du Cybersecurity as a Service, et notamment le 24/7, le 24 heures sur 24, mais aussi le fait qu'aujourd'hui, on a 15 000 clients qui nous placent donc en premier par rapport à nos concurrents. Alors, sur quoi s'appuie notre succès? Alors, l'offre Sophos, elle s'appuie déjà sur de la technologie. On n'est pas que du service, bien sûr, vous le savez, mais c'est bien de le rappeler. Donc, notre offre, donc depuis 2016, elle est unifiée sous une seule console, la console centrale, qui permet d'accéder donc à l'ensemble de nos solutions déployées, que ce soit la partie endpoint protection, la partie server protection, la partie gestion des mobiles, la partie gestion des assets dans le cloud, la partie filtrage d'email, la partie chiffrement des données sur les postes pour protéger contre le vol, et la partie réseau avec la partie firewall, Wi-Fi et ZTNA. Donc, notre console permet de déployer, de configurer, d'agir et aussi de surveiller ce qui se passe sur les différentes solutions. On a rajouté un module EDR qu'on appelle chez nous XDR parce qu'il va au-delà des endpoints, il est capable de surveiller les autres solutions Sophos. Et cela permet de faire remonter les logs dans un même format, dans une base centrale. Et ces logs vont être, quand on a le module XDR, vont être analysés en permanence par un module d'intelligence artificielle de façon à faire ressortir justement les fameux indices de suspicion en utilisant différents critères, notamment le critère MITRE-ATT&CK, mais aussi les informations fournies par nos Sophos Labs et les informations fournies par nos équipes opérationnelles de sécurité, de façon à, on va dire, avoir ce qu'on appelle un data lake, une base de données structurée de toutes les informations de sécurité concernant donc un client, et de façon à être capable de pouvoir détecter toute anomalie et réagir. Alors, pourquoi notre solution s'appelle XDR? Parce que on ne se contente pas de remonter les informations de sécurité venant des postes et des serveurs, ce que fait un EDR, mais on remonte aussi les informations venant du réseau, donc du firewall XG, de la messagerie, donc centrale email, des mobiles et des serveurs et des services qui sont dans le cloud. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle Extended Detection and Response. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, il y a ce qu'on appelle des collecteurs de métadonnées de sécurité qui vont récupérer des informations pertinentes, que ce soit des informations liées aux solutions Sophos, donc Interceptix Advanced, le Firewall, le Cloud Optics, on verra d'autres connecteurs, mais aussi tout ce qui est relatif au système d'exploitation sur lequel est l'agent Sophos. Donc, notamment, on va remonter les programmes et applications Windows qui tournent, les extensions dans le navigateur, les services, etc., de façon à remonter cela dans la base pour pouvoir les ordonner, faire de la corrélation d'événements, de l'investigation et enfin de la réponse aux incidents. Alors, on a d'autres connecteurs, justement, qui nous permettent de récupérer aussi des alertes de sécurité venant d'applications tierces, donc notamment de produits concurrents qui seraient chez le client. Alors, ce que fait l'équipe Sophos, une fois qu'elle a toutes ces informations, eh bien, c'est bien sûr de valider, de rechercher et de valider les menaces potentielles, d'utiliser donc les informations qui sont disponibles, non seulement celles qui sont remontées, mais aussi les informations que eux ont dans leur base, avec notamment la partie chez nous qui est donc les Sophos Labs, d'adapter la recherche en fonction de chaque entreprise, puisque au départ, quand on met en place le service, il y a une réunion de lancement où il va y avoir un échange entre le client et l'équipe avec le partenaire pour pouvoir définir comment on va travailler. Et enfin, de pouvoir lancer des actions à distance sur des menaces pour les bloquer et les neutraliser, et de fournir bien sûr les rapports et les conseils aux clients. Donc, il y a différents types d'actions. Ça va du changement de stratégie de sécurité si on voit qu'il faut modifier dans la politique, isolation d'un terminal, bloquer des fichiers, jusqu'à la connexion en live terminal avec l'autorisation bien sûr du client sur une machine pour pouvoir arrêter des processus. Alors, en termes de temps de réponse, si un client a notre solution Interceptix Advanced, déjà, Interceptix Advanced permet de bloquer jusqu'à plus de 99,9% des menaces. Donc ça, c'est des tests qui ont été faits avec AV-Test. Et ensuite, par rapport aux attaques qui seraient conduites par un pirate et qui seraient passées au travers des mailles du filet, eh bien, avec le service MDR, en moins d'une minute, on détecte un incident suspect. En moins de 25 minutes, cet incident, en moyenne, va être, analysé et investigué. Et enfin, s'il s'avère que c'est un incident dangereux, eh bien, en moins de 12 minutes, il va y avoir une action qui va pouvoir être faite pour bloquer et stopper cette attaque. Donc, en moins de 40 minutes, on est capable de répondre à un incident. Et
Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que si on regarde la moyenne des temps de réponse des SOC dans les entreprises, les plus rapides répondent en plus de 3 heures. Hein. Donc 40 minutes, 3 heures, on voit que c'est vraiment, or on le sait très bien, plus on répond rapidement à une attaque et plus on évite que cette attaque se propage. Alors maintenant, dans le cas d'environnement qui serait hétérogène, c'est-à-dire où il n'y aurait pas que des produits Sophos, eh bien Sophos MDR, donc, on a différents connecteurs. Alors, on a nos connecteurs, bien sûr, Sophos XDR avec nos différentes solutions Sophos, mais on est capable aujourd'hui de base d'être capable de remonter tout ce qui est information de Microsoft Graph Sécurité, donc sur tout ce qui est Microsoft Defender, etc., mais aussi les activités dans Office 365 et aussi on a quelques connecteurs pour des solutions tierces, hein, comme vous voyez ici. Et j'ai mis 3 petits points parce que grâce justement au fait de cette société qu'on a rachetée, SOC-OS, eh bien, on continue de développer en permanence des nouveaux connecteurs pour s'adapter aux solutions qui sont présentes sur le marché. En fin de base, on conserve 90 jours les données, les traces de sécurité, de manière à être capable de remonter quand on fait une enquête, donc plus de 3 mois en arrière, sur des machines qui seraient arrêtées ou qui seraient supprimées. Enfin, si vous avez d'autres solutions dans votre entreprise, donc par exemple des firewalls qui ne seraient pas ceux de Sophos, des outils comment dirais-je, de sécurité sur le cloud public, des outils de gestion d'identité, des passerelles de filtrage email, des sondes de détection réseau, eh bien, on est capable de fournir des connecteurs pour récupérer les informations, les faire remonter dans la console XDR et donc donner à l'administrateur la possibilité d'avoir une vision complète. On a aussi notre propre sonde de détection interne réseau. Hein. Donc, en fait, c'est une machine virtuelle qu'on va brancher sur un port mirroring d'un switch ou d'un routeur de manière à surveiller et analyser de manière intelligente le trafic interne pour y déceler ou non des attaques. Et enfin, on a la possibilité de conserver 1 an les données. Alors, les services proposés donc par Sophos MDR. On a 3 niveaux de services. On a un niveau qui est, on va dire, un niveau d'alerting, qui est ce qu'on appelle Sophos Threat Advisor. C'est juste de la surveillance pour signaler si on a vu des choses qui nous paraissaient, on va dire, suspectes. Mais il n'y a pas d'action. Donc, ce service aujourd'hui, il est proposé, je dirais, pour des entreprises qui n'auraient aucun produit Sophos, par exemple, et qui souhaiteraient avoir une surveillance par des équipes professionnelles telles que celles de Sophos, mais il n'y a pas d'action. Quand on veut qu'il y ait une réponse, on peut prendre soit le niveau Sophos MDR, soit le niveau Sophos MDR Complete. Qu'est-ce qui différencie ces 2 niveaux? Eh bien, en fait, donc tous, bien sûr, vous avez de la surveillance 24 heures sur 24. Vous avez donc les connecteurs pour les produits non Sophos, des rapports hebdomadaires et mensuels sur l'activité, bien sûr, normale au jour le jour. Une réunion mensuelle d'échange entre l'équipe MDR et l'équipe du client pour traiter un cas particulier ou un échange de questions. Quand on a donc les produits Sophos, il y a la vérification de l'état du compte Sophos pour voir si tous les agents sont bien déployés et sont bien configurés. Et enfin, la chasse aux menaces par des experts, c'est-à-dire dès qu'il y a un incident, un expert va donc enquêter sur la menace pour aller jusqu'au bout. Les 2 services font ce qu'on appelle du confinement de la menace. C'est que dès qu'une menace s'avère être une attaque, l'attaque va être interceptée, elle va être bloquée dans sa propagation. C'est-à-dire que là où elle a émergé, elle sera stoppée. Mais le service MDR Complete, lui, ce qu'il rajoute, c'est ce qu'on appelle l'élimination complète de la menace et l'analyse détaillée de la cause racine. C'est-à-dire que l'élimination complète de la menace, ça va être d'aller jusqu'à se connecter sur la machine et à nettoyer ce qui reste sur la machine qui pourrait éventuellement, on va dire, resservir pour le pirate. Et l'analyse de la cause racine, c'est d'aller voir ailleurs s'il n'y a pas eu d'autres machines compromises qui, pour l'instant, n'expriment pas la menace, mais pourraient l'exprimer dans les jours ou heures qui suivent. Et donc, c'est un nettoyage complet qui est réalisé par la partie Sophos MDR Complete. Et d'autre part, dans le service MDR Complete, il y a un interlocuteur dédié donc de A à Z depuis le début d'un événement jusqu'à la fin, là où c'est une équipe pour le service MDR. Et vous avez une garantie dont je vais parler à la fin en cas d'attaque malgré le service MDR Complete. Donc, si on prend un exemple d'attaque, vous allez par exemple une attaque de spear phishing, donc qui souvent est le début d'une attaque, c'est-à-dire un phishing ciblé. En fait, vous avez en fait un utilisateur qui a ouvert un mail, malheureusement, qui a cliqué sur le lien, et à partir de cela, vous avez l'exécution donc d'un fichier malveillant. Donc, la détection qui a été vue, l'incident qui a été vu, c'est la détection initiale du fichier malveillant. À partir de cela, vous allez avoir
plusieurs choses. Donc, vous allez avoir l'isolation de l'appareil qui est affecté par cette menace. Vous avez la suppression du fichier malveillant, suppression des tâches planifiées si déjà le malware a réussi à créer des tâches planifiées. Et enfin, bien sûr, l'information du client des mesures qui ont été prises et des conseils de rémédiation. Donc ça, c'est ce que font les services MDR et MDR Complete. Ce que fait en plus le service MDR Complete, c'est que lui, il va aller faire la réponse complète à l'incident, c'est-à-dire qu'il va aller localiser l'adresse email, l'URL qui a été utilisée dans le phishing et il va fournir cette information pour bloquer ce lien et cet email émetteur. Il va enfin vérifier s'il n'y a pas d'autres utilisateurs qui auraient reçu l'email, même s'ils n'ont pas encore cliqué dans le lien. Et enfin, bien sûr, il va là aussi donner des conseils aux clients. Et enfin, il va donner, in fine, des conseils de rémédiation. Donc, pour bloquer le fameux domaine qui a été trouvé et le domaine émetteur et le lien. Et enfin, conseil de réinitialisation des identifiants des utilisateurs qui auraient été touchés. Si on prend un deuxième exemple, qui est souvent ce qui suit, je dirais, un spear phishing, c'est la tentative de déploiement d'un ransomware. Donc là, malheureusement, on va dire, l'attaquant a réussi à voler un compte VPN, donc il a réussi à se connecter et il s'est, à partir du point d'entrée du VPN, il s'est déplacé latéralement dans l'environnement et il a tenté de déployer donc un ransomware en utilisant la commande psexec, qui est une commande standard, d'un outil standard. Et bien sûr, la détection, elle s'est faite au moment où il a tenté d'exécuter son ransomware qui a été détecté par la partie CryptoGuard de Sophos. Et là, vous allez pareil avoir donc l'isolation du serveur affecté, la désactivation des comptes affectés, le fait d'ajouter donc toutes les informations pour les éléments à bloquer, dans la liste à bloquer, et enfin, bien sûr, la terminaison des processus en cours. Ce que fait le MDR Complete, c'est que lui, il va lancer la procédure de réponse aux incidents complète en identifiant les dispositifs d'où provient l'activité, en effectuant donc une analyse complète de tous les emplacements pour voir s'il n'y a pas d'autres machines qui ont été compromises. Il va aussi échanger avec le client en demandant les journaux VPN pour voir s'il n'y a pas eu d'autres connexions qui auraient eu lieu. Et enfin, il va faire un scan pour voir s'il n'y a pas des logiciels malveillants qui seraient présents sur la machine. Et enfin, il va donner un guide de rémédiation qui est bien sûr de réinitialiser le mot de passe donc à l'échelle du domaine cette fois-ci pour éviter qu'il y ait d'autres comptes qui soient volés. Et de s'assurer, parce que là c'était le cas, sur certaines machines, l'agent Sophos n'était pas déployé, donc de s'assurer qu'il a bien été déployé. Et enfin, de conseiller d'implémenter une politique d'authentification multifacteur. Voilà. Donc tout ça, bien sûr, il y a des rapports mensuels et hebdomadaires et des rapports sur incidents qui sont assez simples, qui sont graphiques, avec des indicateurs de couleurs. Enfin, la garantie, donc qui s'appelle la Breach Protection Warranty, donc c'est une garantie en fait en cas d'attaque qui aurait réussi, qui aurait occasionné des pertes donc d'activité ou de données malgré le service Sophos MDR Complete. Et donc ça peut couvrir jusqu'à $1 million en cas d'incident. Donc on ne s'adosse pas à une assurance, c'est notre propre fonds de garantie. Donc je dirais ce qui montre, je dirais d'une part la confiance dans notre solution et aussi le fait que je dirais on a en réserve cette somme pour pouvoir vous dédommager si jamais il y avait un problème. Voilà. J'en ai fini par ma présentation. S'il y a des questions, donc, nous allons y répondre, Frédéric et moi. Super, merci Gilles en tous les cas pour tous ces éléments et explications très claires. Donc comme vient de le dire Gilles, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser déjà dans le chat. Ouais. Alors, je vois qu'il y en a quelques-uns, il me semble. Alors. Non, il n'y a pas de questions. En tout cas, voilà, donc cette présentation elle a été enregistrée, ainsi que le document qui sera donc disponible au format PDF. Merci.